nous allons vous présenter les sujets un peu originaux que nous avons commencé à déborder il y a déjà certains temps et en plus avec une façon un peu particulière. Alors, un ami de la Grande Combe nous téléphone et dit « Écoutez, venez voir, parce que chez nous, à la Grande Combe, au cimetière, il y a une tombe, il me semble bien que c'est une tombe, une porte gravée, déjà peu visible, les noms polonais. » Évidemment, on est allé. C'était la tombe de Dr. Jelonski Michel, un médecin qui a travaillé toute sa vie à la Grande Combe. Pas seulement lui, mais aussi on a peu à peu découvert qu'il y avait ici, concrètement, dans les gares et héros, 30 médecins polonais au XIXe siècle qui ont appris leur métier ici, qui ont travaillé ici, qui ont créé les familles et ils se sont reposés pour toujours dans la terre qui n'était pas la mer. Voilà. J'ai plus confortable. C'est parfait. Voilà. Et on a décidé de ensemble que la présentation sera faite avec un français pur, avec un accent français, par M. Bernabé Sade. Bernabé Sade, je vous confie le texte de notre travail. Je vous demande de présenter tout ce qui était écrit. Merci. Merci. Bonjour. Et donc, notre sujet a été un peu présenté par Maria, et on va maintenant aller dans le détail. Donc, le 19e siècle, c'est d'abord l'histoire de la Pologne, avec une carte qui expliquera un peu le pourquoi des choses. Donc, en 1815, Napoléon avait réussi à faire créer le Grand-Duché de Varsovie, qui occupe donc cette partie en rose clair, ainsi que cette partie en jaune. Mais 1815, c'est aussi les défaites de Napoléon et le congrès de Vienne. Donc les puissances telles que l'Autriche, la Prusse et la Russie s'empressent bien sûr de diminuer la taille de ce qui était à peu près la Pologne à l'époque pour ne prendre que cette partie qui est limitée par la frontière rouge. En 1815, le Grand-Duché de Varsovie devient le Royaume de Pologne, et il faut mettre beaucoup de guillemets devant le mot royaume parce que ce pouvoir a été confié au tsar de Russie. Il me semble que ce n'est pas un vrai royaume, si j'ose dire. De plus, l'armée de ce royaume a été confiée à Constantin, le frère du tsar. Déjà, on sent qu'il n'y a pas grand-chose pour plaire au peuple polonais dans cette administration. Le temps passe et en 1830, eh bien, il y a suffisamment de pression des deux côtés pour que ce soit un climat quasi insurrectionnel. Et il a fallu des rumeurs, des bruits, notamment que des troupes polonaises seraient envoyées vers la Belgique et vers la France pour mater tout ce qui pouvait être souffle de liberté. Il n'en fallait pas plus pour qu'il y ait une insurrection. Insurrection à Varsovie, novembre 1830, un gouvernement de transition, un gouvernement provisoire se crée, une diète polonaise décide de destituer le tsar du royaume de Pologne, et bien sûr, devant toutes ces nouvelles, le tsar ne pouvait pas faire autre chose que d'envoyer les troupes russes vers ce duché de Varsovie.
L'insurrection devient alors une guerre militaire, armée contre armée. L'armée polonaise contre l'armée russe, pour être très clair. Dans cette année 1831, plusieurs batailles, certaines gagnées par les Polonais, qui n'ont pas su exploiter militairement ces victoires. Si bien qu'à la fin, c'est quand même l'armée russe qui gagne. En septembre 1831, Varsovie tombe et les restes de cette armée polonaise doivent être évacués à l'étranger. Le gouvernement français a accepté d'accueillir 6000 réfugiés de Pologne. Et donc, le chemin parcouru la plupart du temps à pied a mené ces soldats depuis la Pologne jusqu'en France. Mais ces soldats avaient quand même un esprit un peu révolutionnaire. Donc, côté gouvernement français, on s'en méfiait aussi. Il a donc été décidé de les mettre dans des casernes, puisque c'était des soldats, mais plutôt vers le sud de la France, sous-entendu le plus loin possible de la Pologne. Donc, les villes qui ont été trouvées, c'était Besançon, c'était Avignon, et puis à Avignon, il y avait par exemple 1500 soldats polonais qui ont été en caserne. Avant d'aller à Avignon, voyons ce qui se passait à Paris, et là c'est parce qu'on revient en Pologne. Vu en Pologne, la grande émigration, celle qui s'est installée à Paris, c'était les grands noms de la culture, Chopin, Mickiewicz, le prince Czartoryski, qui eux, effectivement, résidaient à Paris. Mais, pour le gros des troupes, si j'ose dire, c'était la province et surtout le sud de la France. Donc, Avignon, 1500 soldats, alors, ils avaient des règles. Je vais citer ici un Polonais qui était en caserne dans cette époque et qui lui était déjà plus âgé que la moyenne et qui disait « Les jeunes soldats croyaient que la misère tirait à sa fin, que les légions nationales seraient bientôt formées et qu'ils rentreraient au pays natal en compagnie des Français, les armes à la main, en vainqueurs. Ils étaient jeunes, ils se berçaient d'illusions. Effectivement, la réalité était tout autre. Pas de perspective à court terme. Ils étaient en caserne à Avignon. Il n'y avait que des jeunes gens. Bien sûr, ils refaisaient le monde. Et puis, de temps en temps, ils se bagarraient sur certains points de détail. Pourquoi est-ce qu'on a perdu? Est-ce que c'est à faute des artilleurs? Est-ce que c'est l'infanterie? Des duels par-dessus. Et les autorités locales commençaient à ne plus trop supporter ces soldats. Au niveau national, c'était un peu la même chose. Il y a en particulier des soldats polonais qui sont partis sans permission vers la Pologne en 1832, et ça ne passait pas du tout auprès des autorités françaises. Il a donc été décidé de non pas concentrer les soldats dans quelques casernes, mais au contraire de les éparpiller un peu partout, surtout dans le sud de la France. Autrement dit, loin de la Pologne. Ça a été le premier mouvement. Mais le deuxième mouvement a été un mouvement de réflexion, en se disant, mais ces jeunes, pour l'instant, ils n'ont pas d'avenir. Ils sont dans une caserne sans trop savoir quoi faire. Et si on leur ouvrait des portes? Et là, je ne sais pas pourquoi, mais l'université de Montpellier a proposé d'ouvrir ses portes à certains des jeunes gens qui étaient soldats à vie. L'université de Montpellier a proposé au ministère d'ouvrir les portes à ces réfugiés polonais en disant ils ont déjà une expérience en Pologne. Pourquoi est-ce qu'ils ont une expérience? Ils avaient quand même vécu des combats. Donc il y avait des blessés, il y a eu des soins à apporter. Et parmi ces jeunes, il y avait le service de santé militaire. Parmi ces jeunes, il y avait des étudiants en médecine qui avaient été étudiants en médecine, soit à Wilno, soit à Varsovie, soit à Cracovie. Donc des jeunes gens susceptibles de pouvoir devenir des médecins. Devant ce fait, effectivement, l'idée est allée plus loin et là je me permets de citer ni moins François Guizot, qui était à l'époque ministre de l'Instruction publique et qui propose la faculté de médecine ouvre un registre
pour les inscriptions des réfugiés étrangers, polonais, mais aussi italiens et autres, qui ont la permission de résider dans cette ville. Les volontaires aux études médicales devront justifier devant la commission des lettres des connaissances qui correspondent au grade de bachelier S-lettres ou de produire un titre équivalent obtenu dans une université étrangère. Ceux qui auraient suivi des études médicales dans leur pays, sans pouvoir en justifier, seront admis à prendre les inscriptions correspondantes à la durée des études qu'ils déclareront avoir faites. Et enfin, parce qu'il faut penser à tout, des exemptions de frais, soit pour inscription, soit pour examen, soit pour diplôme, pourront leur être accordées individuellement. Donc, il devient possible à ces jeunes gens polonais intéressés par la médecine de faire des études à Montpellier. Et donc, puisqu'on a parlé un peu d'argent, je continue, ils recevaient, ces jeunes, des subsides mensuels versés par le gouvernement français d'un montant de 45 francs, plus une allocation annuelle qui pouvait aller de 75 à 100 francs. Et puis, il pouvait y avoir des subsides extraordinaires, parce que quand on fait des études, il faut de temps en temps acheter des livres, il faut de temps en temps acheter des instruments, et il faut, mais quelquefois aussi, il faut payer pour avoir un bout de cadavre et faire de bonnes études d'anatomie. Donc tout cela a été pris en compte, et les jeunes pouvaient demander des subsides exceptionnels. Il faut ajouter à ça que la thèse de doctorat, une fois soutenue, un médecin polonais pouvait encore toucher des subsides pendant 1 an et demi afin de faciliter son entrée dans la vie professionnelle. On peut estimer que le coût de l'installation d'un jeune médecin à cette époque était estimé à 12 000 francs. Donc, quand on voit que ces étudiants avaient des moyens d'existence presque assurés, des subsides qui n'étaient pas très élevés, mais quand même, des possibilités de s'inscrire dans une faculté de médecine, on voit qu'une voie leur était tracée. Et ils pouvaient faire des études à Montpellier. Alors, souvent, la question qui arrive après, c'est la question de la langue. Et il se trouve qu'à l'époque, certains Polonais connaissaient déjà le français, parce que soit ils l'avaient appris dans leur famille, soit dans un lycée, et quelquefois les deux. Donc la langue a été un problème, mais pas toujours. Et enfin, si on va dans les archives, on trouve même une thèse en latin rédigée par un étudiant polonais. Parce que là encore, le latin était effectivement encore une langue utile. Aussi sur le fait que Montpellier a pu ouvrir ses portes. Il y avait à l'époque seulement 3 facultés de médecine en France, Paris bien sûr, Strasbourg et Montpellier. Mais Paris était exclu parce qu'il fallait des finances plus solides qu'à Montpellier. Strasbourg était à la frontière avec les États allemands. Il n'était pas question d'envoyer des Polonais dans ce coin-là. Et du coup, effectivement, la solution de la sagesse pour le gouvernement, c'était d'accepter cette proposition de l'Université de Montpellier. Et c'est ce qui a été fait. Et donc, des étudiants se sont présentés à l'université pour y faire des études de médecine. Alors, si on regarde les chiffres, du côté polonais, les Polonais ont étudié les archives françaises et trouvent 232 Polonais qui ont fait ces études. Si on regarde les archives universitaires françaises, on en trouve seulement 186. On en trouve seulement 186. En résumé, on peut trouver environ 200 étudiants, et la différence, ça s'explique tout simplement par le fait que les Polonais qui sont nés en Biélorussie, par exemple, ou en Lituanie, se sentaient polonais et se déclaraient polonais. Et pour recevoir des subsides, ils avaient effectivement le statut de réfugiés polonais. Mais en 1832 ou après, devant les autorités universitaires, la Biélorussie appartient à la Russie, donc ils ne peuvent pas être polonais. Et c'est cette nuance qui fait que les chiffres peuvent différer. Retenons simplement qu'il pouvait y avoir à peu près 200 étudiants en médecine. Alors bien sûr, tous ne sont pas devenus médecins, et on s'accorde à dire qu'il y a à peu près 60 médecins qui sont sortis diplômés de l'Université de Montpellier
en étant réfugiés polonais. Alors, juste un instant, oui voilà. Les demandes de subventions sont aussi intéressantes pour l'historien parce qu'elles faisaient l'objet d'un dossier. Pour demander des subventions extraordinaires, on s'adressait à la préfecture et l'étudiant le faisait avec une lettre d'accompagnement d'un professeur de l'université. Autrement dit, il y avait déjà un premier tri. Le professeur ne pouvait présenter que des demandes raisonnables. Donc achat de livres, ça pouvait passer. Impression d'une thèse, bien sûr aussi. Achat d'instruments de médecine, bien sûr aussi. Et donc généralement, les subsides étaient accordés. Alors, à titre d'exemple, voici une trousse avec des instruments de médecine. Et sur le couvercle de la trousse, il y a le nom de cet étudiant qui ensuite est devenu médecin. Après, un autre point important, c'est qu'en 1835, il y a eu la première épidémie de choléra dans le sud de la France. C'était la première, et donc les gens ont été bien sûr pris de surprise. Il y a eu, pour donner des chiffres, 1200 personnes décédées dans l'Hérault et 1000 dans le Gard. Le doyen de la faculté a bien sûr envoyé des étudiants sur, si j'ose dire, le champ de bataille du choléra, et il a bien fait parce que les gens étaient vraiment désemparés et faisaient un peu n'importe quoi. À titre de témoignage, voici ce qui a été écrit par le curé de Lunel-Vieille à cette époque. La sollicitude qu'on a mis en jeu a valu plus que les traitements et les remèdes. Effectivement, les traitements, on ne les connaissait pas, et les remèdes, on les connaissait peu. Le curé continue. Toutes ces industries sont le fait du docteur Fialkowski, polonais, dont le dévouement est au-dessus de toute éloge. Le gouvernement, ensuite, a attribué des médailles pour exprimer sa reconnaissance, et 85 étudiants de la faculté de Montpellier ont reçu des médailles de bronze, et parmi eux, il y avait 27 Polonais. Bon, il faut savoir que les Polonais, c'était la plus grande minorité d'étrangers à la faculté de médecine à l'époque. À titre d'exemple, voici la médaille que le docteur Greenfeld a reçue, dévouement choléra 1835. J'oubliais de dire qu'en 1831, en Pologne, il y avait eu le choléra. Et je suis persuadé que ces jeunes Polonais qui venaient de Pologne, ils savaient déjà un peu plus que les Français sur le choléra. Donc on a profité de leur expérience. Après les mauvaises nouvelles, j'ai envie de dire, passons à la vie professionnelle et comment ça se passait. Donc la loi française autorisait les médecins étrangers à s'installer en France. En plus, les campagnes en France avaient besoin de médecins. Et donc, tout naturellement, les Polonais ont pu trouver des postes de médecins, des emplois de médecins dans les campagnes. Et là, il y a des statistiques très intéressantes qui montrent qu'il y a des zones où il n'y avait aucun Polonais, le Pays Basque, la Bretagne, et qu'il y avait au contraire des zones où il y avait relativement beaucoup, 20 médecins dans l'Hérault, 21 dans le Gard. Là, tout simplement, la présence de Montpellier à proximité a fait que, bien sûr, les étudiants qui ont fait des études à Montpellier se sont plutôt installés dans les environs. Donc, de 60 médecins diplômés, on passe à 41 qui se sont installés dans la région. Alors, après, l'autre critère que nous avons choisi pour comptabiliser les personnes, ça a été de savoir quelles sont les personnes qui se sont installées ici, y ont vécu toute leur vie et y sont enterrées. Donc nous avons ensuite fait une petite visite de différents cimetières pour savoir s'il y avait encore des tombes de ces Polonais dans le cimetière. Et la réponse c'est il n'y a pas toujours de tombes, il y en a souvent, elles ne sont pas toujours entretenues et quelquefois elles sont entretenues. Et donc oui, on a non loin d'ici, Aulas, et nous y reviendrons un peu plus tard. On a aussi à Metz, et là aussi on en parlera un peu.
Donc la vie professionnelle, eh bien, en général, puisqu'ils étaient un peu aidés pour l'installation ne posait pas de problème, et parce que ça ne posait pas de problème, ils ont souvent été bien considérés. Dans le Gard, j'ai envie de dire, c'est tout ce que j'ai à en dire. Peut-être l'Hérault maintenant. Ah non, on continue le Gard, pardon. Donc, Benkowski Amilcar est arrivé en France en 1831. Il a ensuite suivi des études de médecine à Montpellier. Et dans les archives, on voit qu'il a fait des études très longues, sans doute parce qu'il avait peut-être des difficultés de langue, mais il a quand même, bien sûr, réussi ses études. Il a ensuite fondé toute une dynastie de médecins. Quand on va à Alès, quand on va à Saint-Jean-du-Gard, quand on va à Durfort, on rencontre des gens qui ont été soignés par un docteur Benkowski. Kijewski, lui, s'est installé à Nîmes, et là, il a été connu parce qu'il a aussi fait partie de la Société médicale de Nîmes. Et là, on a eu surtout des informations par la famille de Constantin Chamsky, et c'est grâce à cette famille que nous avons pu avoir des informations sur M. Chamsky, sur Kijewski. On peut remarquer aussi que les médecins polonais n'étaient pas seulement médecins, ils se sont souvent ainsi intéressés à la vie sociale ou économique de leur ville ou village. À titre d'exemple, justement, on a parlé d'Olas. Le docteur à Olas, c'était le Diomède Tuczkiewicz. Et le docteur Diomède est assez connu dans la région. Et il est surtout connu pour son herbier. L'herbier de Tyczkowski est une référence en France pour la flore des Cévennes. Il était, Tuczkiewicz, correspondant de l'université à Strasbourg, et à l'Institut de botanique de Montpellier, on peut avoir encore tout un rayonnage de l'herbier de Tuczkiewicz. Il était donc à Olas, et une des figures d'Olas, bien sûr, c'est la filature de soie, dont nous parlerons un peu plus tard. Alors, Tuczkiewicz, mais il n'y a pas que lui, le docteur Greenfeld s'était aussi intéressé à l'aménagement de la rivière à proximité. Il y avait des zones très humides où proliféraient les moustiques. La médecine en général n'aime pas trop les eaux stagnantes, et donc il avait aussi participé à ça. Dans le Gard, à Sauve, le docteur polonais était également juge de paix, et il était aussi conseiller municipal. Donc on voit qu'ils étaient impliqués dans la vie sociale. Le docteur Ginette, alors justement, lui fait partie de ceux qui sont nés en Biélorussie et qui n'étaient peut-être pas considérés comme polonais par l'administration universitaire. Néanmoins, c'était bien quelqu'un qui se déclarait polonais. Alors, parmi les dynasties, il faut surtout citer la famille Greenfeld. Le premier des Greenfeld est arrivé à Montpellier parmi ses réfugiés. Il a fait des études de médecine, et puis son fils est devenu médecin également, puis son petit-fils, puis ses arrière-petits-fils, avec en plus des positions très honorables, professeur à la faculté de médecine à Montpellier. Donc encore aujourd'hui, Greenfeld est une référence, et je pense qu'il y a encore des Greenfeld pour pouvoir nous soigner. Là, nous avons aussi, je vais me parler un peu, la dynastie Benkowski. Eux sont dans le Gard. Nous avons ici la première page de la thèse d'Amilcar Benkowski, en 1845. Et cette page est quand même très intéressante parce que la dédicace dit beaucoup de choses. Il y a 14 ans, orphelin exilé, malade, accueilli dans votre maison, j'ai pu, grâce aux soins que vous m'avez prodigués, grâce à votre amitié bienveillante, recouvrer la santé, oublier bien des mots. Et ce n'est qu'aujourd'hui, après de longues années de silence, que le sort me permet d'alléger mon cœur en vous témoignant publiquement l'hommage, l'amitié
et la reconnaissance que je vous conserverai à jamais. Donc, dédicace à ces personnes qui avaient aidé Amilcar lorsqu'il était pauvre réfugié, encore en Pologne. Autre signe de reconnaissance, la génération suivante, et le docteur Louis Wędkowski dédicace aussi sa thèse à son cousin Ladislas Wędkowski, qui l'avait aussi aidé. Paragraphe, et on arrive à la diapo suivante. Alexandrovitch, c'est un nom qui parle beaucoup à Alès, mais parce qu'il y a eu, là encore, toute une série de docteurs Alexandrovitch qui ont soigné depuis les années 1800 et quelques jusqu'en 1985. Mais la liste s'est arrêtée là, parce que le dernier docteur Alexandrovitch n'a pas eu d'enfant. De son côté, Ludwig Zaleski, lui, était pharmacien et il était aussi très apprécié à Alès parce qu'il a aussi aidé à cette lutte contre le choléra. Photo suivante. Alors là, on passe à autre chose. Les réfugiés polonais se sont installés, leurs enfants sont devenus polonais et français, et parce qu'ils étaient français, ils ont pris part à la Première Guerre mondiale. Donc si on cherche des morts pour la France, parmi ces morts, on trouvera par exemple un Paul Ditkowski, non, Ivan Ditkowski, né à Villevieille, français, mort pour la France en 1914. Mais avant Ivan Ditkowski, je voudrais parler de Grégoire Ditkowski. Donc lui était bien le fondateur, si j'ose dire, de cette famille en France, et il était médecin, et il a été tellement apprécié au Pied d'Art, là où il a exercé son métier, que ce sont les Français qui ont mis une plaque de reconnaissance au cimetière, reconnaissance au docteur Ditkowski. On reparlera ensuite de Grégoire Ditkowski. Autre mention, c'est Raoul Ditkowski. Lui, c'est la Deuxième Guerre mondiale qui le concerne. À l'époque, il était préfet de l'Isère, et l'Isère a vraiment été une terre de refuge pour les Juifs qui étaient pourchassés par les Allemands. Donc, préfet de l'Isère, le poste était très difficile. Forcément, il était très proche administrativement du gouvernement de Vichy, mais dans la tête, il était beaucoup plus distant. Et c'est lui qui a su interpréter et appliquer les lois pour qu'elles ne soient pas aussi terribles que ça. Mais c'est une période très ambiguë et il faudrait plus de temps pour développer cela. Diapo suivante. Alors, après avoir fini leurs études, des étudiants polonais se sont dit on a quand même été bien accueillis à Montpellier, on le ressent tous les jours, mais il faut le montrer clairement. Et donc, dans la presse émigrée polonaise des années 1840, a été publiée une annonce disant « Nous allons faire, c'était une association d'une quinzaine de personnes, nous allons faire un cadeau à l'université de Montpellier pour dire notre reconnaissance d'avoir été accueillis dans d'aussi bonnes conditions à Montpellier. » Et donc, l'idée, c'était d'offrir un tableau qui aurait été une allégorie des malheurs de la Pologne sur un bord du tableau, de la joie d'être en France bien accueilli sur l'autre bord du tableau, et peut-être une dédicace avec une liste de signatures. L'idée est belle. En revanche, il fallait une souscription, et à l'époque, cette souscription n'a pas rapporté beaucoup d'argent. On peut aussi supposer que le tableau allégorique n'était peut-être pas aussi attractif que cela. L'idée donc n'a pas disparu, mais elle a été mise en sommeil. Mise en sommeil, mais 10 ans plus tard, elle réapparaît avec une autre personne qui propose non plus un tableau, mais un buste. Et puis, pour une faculté de médecine, pourquoi pas un buste d'Hippocrate. Donc, la décision est prise. Prenons un buste en marbre, bien sûr, pour l'offrir à la faculté de Montpellier. Autre point, pour avoir de l'argent, alors là, il y a eu un astucieux, médecin et préparateur en pharmacie, qui s'est dit, mais
moi je sais fabriquer de l'alcool, je vais créer une société pour vendre de l'alcool. Et l'alcool a permis d'avoir des fonds qui ont permis d'avoir le buste. Et maintenant, ce buste, il est dans la salle du conseil à la faculté de médecine. Et je remercie M. Delay parce que c'est lui qui nous a fourni cette photo. Merci. Ah, le prix du Schmitt-Sitzing. Merci. Oui, toujours dans la faculté de médecine, mais cette fois-ci dans le hall. Donc à gauche de la sortie, il y a une plaque avec les bienfaiteurs de la faculté depuis 1802 jusqu'à nos jours. On peut noter le nom de Święcicki, ici 1883. Święcicki était un de ces réfugiés polonais qui a fait des études de médecine à Montpellier. Et il en est sorti médecin. Il a été médecin pendant toute sa vie à Cournonterral, où il a épousé une jeune du pays. Et il se trouve que M. Święcicki est mort en 1883 et Mme Święcicki a fait dans son testament à elle un don à la faculté de médecine de Montpellier d'un bon capital, 20 000 francs d'époque, et c'était l'intérêt de ce capital qui servait à fonder un prix qui serait décerné chaque année. C'était le vœu du testamentaire. Donc Mme Święcicki a fait un joli cadeau à l'université de Montpellier, et ce cadeau, il a fallu quand même qu'il y ait un décret pour autoriser la faculté de médecine de Montpellier d'utiliser cet argent, ce legs, de cette façon. L'administration paye. Donc ce prix Święcicki a été décerné quand le niveau était suffisant, parce qu'il fallait que ce soit des élèves méritants. Et quand on regarde la liste depuis 1902, date du premier prix Święcicki, jusqu'à 1999, date des derniers enregistrements dans les archives, on trouve quelques noms de Polonais, et notamment le nom du docteur Wróblewski. Donc on voit que les hasards de l'histoire font que le Święcicki qui a donné ce legs a pu récompenser indirectement les descendants d'un autre réfugié polonais. Alors, quand les gens ne posent pas trop de problèmes, dans les archives officielles, on ne trouve pas beaucoup de traces. En revanche, s'ils ont été très appréciés dans le pays, en lisant les textes des auteurs locaux, on peut trouver encore quelques traces de ces médecins. Donc, si on va par exemple à Montfrin, il y avait un réfugié polonais. Allons donc lire le livre qui s'appelle Montfrin, un village du Midi, au carrefour de l'histoire. L'auteur parle du docteur Alexandre Kowarkowski, en fait c'était Konajewski, un Polonais réfugié chez nous qui a pris le relais médical. On l'appelle Monsieur Alexandre. Alors, à ce sujet, très souvent les noms polonais sont jugés imprononçables par les Français, et donc plutôt que d'aller dire on va chez le docteur Chikonowicz, on ira plutôt chez le docteur Grégoire. Donc au Kellar, par exemple, c'était le docteur Grégoire. Ici, c'était le docteur Alexandre, et plus loin, ce sera le docteur Amilcar. Là, c'est facile à prononcer. Et donc, si on continue, à Arles, capitale des Cévennes, livre de Marcel Bruyère, on lit « L'élève polonais Aleksandrowicz, là il n'y a pas de prénom, qui a multiplié les preuves de sa capacité et de son dévouement pendant l'épidémie de choléra, il lui fut voté une gratification de 200 francs. » Si on va maintenant un peu plus près d'ici, dans les chroniques cévenoles de M. Tessier-Ducrot, nous lisons « En juillet 1846, Élise quitte Vallerog d'urgence pour consulter au Vigan le docteur Diomède. Le docteur Diomède recommande les bains de mer. » Et Diomède, c'était ce Diomède Tuchkiewicz. Un peu plus loin, sur une feuille de papier, là c'est autre chose, quelqu'un de la famille Tessier-Ducrot a écrit « Mon père, d'une santé délicate dans son enfance, souffrait d'une maladie d'intestin dont il fut à la longue
guéri par un médecin polonais émigré de 1848, entre parenthèses, l'ordre règne à Varsovie, que mon arrière-grand-père, Hippolyte Pelon, avait accueilli à Olas. Le remède du docteur polonais était le lait de chèvre, et mon père m'a raconté que la chèvre suivait la famille dans tous ses déplacements de Valrog à Olas. Olas, justement. Au cimetière d'Olas, nous avons cherché en vain la tombe du docteur Tuszkiewicz. L'explication, nous l'avons trouvée dans le récit de M. Firmin Abric, intitulé « Olas, hier et avant-hier ». L'extrait dit « À la fin du siècle dernier, vivait et exerçait ici un émigré polonais qui était docteur. Sur sa pierre tombale, il y avait une inscription reconnaissant ses mérites. Elle se trouve en morceaux dans l'angle de mon poulailler. J'en ai hérité lors de la remise en ordre du cimetière. » Alors, à propos de pierre tombale, il faut savoir qu'il existe une société qui s'appelle... Oula, attendez, je vais chercher. Société de protection des souvenirs et tombeaux historiques polonais en France. Alors, cette société, le nom le dit bien, c'est l'objet social de cette association, Souvenirs et tombeaux historiques polonais. Il faut savoir qu'en Pologne, la russification faisait son œuvre et il n'y a pas toujours les traces qu'on souhaiterait de polonité en Pologne. En France, au contraire, les tombes pouvaient être écrites en polonais. Et il n'est pas rare que des tombes aient des citations en polonais, et c'est encore une trace de l'histoire qui est en France et non pas en Pologne. Donc on sent bien que les Polonais de France ont à cœur d'entretenir ces tombes, déjà parce qu'il faut entretenir les tombes, mais en plus celles-ci ont une valeur en quelque sorte historique. Et donc si l'on vient à cette société, mais il faut dire qu'il n'y a pas que les Polonais qui entretiennent les tombes. Le docteur Grégoire, qui était donc au Kellar, a été très apprécié de cette bourgade. Et donc vous voyez qu'il y a une dédicace au nom des habitants du Kellar, regret et reconnaissance au docteur Grégoire en 1883. 1883, mais plus récemment, une autre plaque a été mise à côté de la tombe. C'est l'association locale Littoraria qui a pris en charge la rénovation de la tombe, qui ont écrit ce texte, donc, qui rappelle qui était exactement le docteur Grégoire Witkowski. Et on voit ainsi que l'entretien des tombes, c'est un peu une histoire commune entre Français et Polonais. Je crois que j'ai terminé la série. Et donc, pour les conclusions, bien, l'émigration, autre exemple de tombe, celle-ci est à la Grand-Combe, elle date du 19e siècle et c'est la tombe du docteur Gieromski. Le docteur Gieromski a été le premier médecin des mines à la Grand-Combe, donc dans les années 1850. Il y a fait toute sa carrière et maintenant il repose à la Grand-Combe. Et cette tombe, justement, a été rénovée récemment grâce à des fonds du gouvernement polonais qui ont été attribués à cette société historique pour l'entretien des tombes et qui a donc entretenu cette tombe à la Grand-Combe. C'est maintenant, je crois, la conclusion. Alors, la conclusion pour nous, elle est assez simple. Il y a comme trace des Polonais des documents en archives. Ils y sont très bien dans les archives, les archivistes sont très bien dans leur dossier, et ça ne nous suffit pas. Il y a aussi d'autres traces qui sont plus diffuses, ce sont des citations dans les petites chroniques locales, et puis il y a aussi des traces dans les cimetières. Et celles-là, à nos yeux, méritent un peu plus d'attention, parce qu'elles sont à l'air libre, mais en même temps, elles sont dans les cimetières qui sont ouverts tous les jours. Donc on peut facilement aller faire un inventaire des tombes qui nous intéressent dans notre région. Pas seulement pour faire un inventaire, mais aussi pour se dire, parmi celles-là, il y en a qui méritent notre attention, en particulier pour la Société historique des tombeaux polonais. Et on n'entretient pas une tombe seulement pour entretenir une tombe.
il y a aussi, à nos yeux, un côté un peu pédagogique et cours d'histoire. Donc, le deuxième étape, c'est, une fois la tombe est entretenue, c'est de connaître et de faire connaître ces personnages. Et à ce titre, vous nous avez donné, vous à l'Académie Idéo Canton, l'occasion de faire connaître ces personnes et nous vous remercions pour nous avoir donné cette occasion. Merci. Merci beaucoup. Alors, outre, je dirais, de faire connaître quelque chose de tout à fait méconnu, je suis quand même un petit peu émue parce que tout d'un coup, vous me redonnez envie d'être plus polonaise que je ne l'ai été jusqu'à présent. Merci beaucoup. Donc, si vous avez des questions. Ben oui, en tant que représentant de la faculté de médecine de Montpellier, je voudrais vous remercier, Madame Bessade, et vous, Monsieur Bessade, de cette contribution à l'histoire de la faculté de médecine de Montpellier que vous nous apportez. Et je suis très heureux que l'Académie Idéo Canton vous ait donné l'occasion de vous exprimer, mais en qualité de vice-présidente de la Société Montpelliéraine d'Histoire de la Médecine, je vous invite officiellement à venir nous donner une séance lors de notre société à Montpellier en 2023, parce que les programmes sont assez bloqués à l'avance, mais je serai très heureux à Montpellier d'entendre ce que vous dites, parce que effectivement nous connaissons tous ce buste de la salle du conseil de la faculté, mais en définitive, il y a peu de nos étudiants, peu de nos enseignants même, qui sont au courant du grand nombre d'étudiants polonais et puis de leur dissémination dans la région. Donc je vous invite et je vous remercie pour tout ce que vous avez dit aujourd'hui, qui a éclairé beaucoup ma lanterne d'historien de la faculté de médecine de Montpellier. Ça nous raconte aussi beaucoup de choses sur les migrations et notre regard sur tous ces gens qui sont en train d'arriver dans le pays et comment nous devrions les traiter également. Je voudrais dire un mot après mon collègue et le professeur Révé, qui est l'historien de la fac aujourd'hui, pour vous dire combien j'ai été ému par vos deux interventions. Parce que pour moi, qui ai vécu très longtemps dans cette faculté, sachant que j'avais derrière moi des prédécesseurs prestigieux, j'ai découvert cette histoire. Effectivement, il y avait quelques tableaux ou statues à la fac de médecine des Polonais, mais je ne connaissais pas cette histoire émouvante. Parce qu'en plus, elle a une résonance avec l'actualité. Vous nous apportez le beau visage de l'immigration. Vous nous soignez aujourd'hui dans un monde qui brûle de l'immigration. Une immigration réussie. Et j'ai connu personnellement Greenfeld, l'interne, probablement le petit-fils du petit-fils du petit-fils, qui était interne avec moi et qui s'appelait Greenfeld, et qui ne m'a jamais raconté l'histoire de ses prédécesseurs. Je retrouve aussi dans votre histoire la France généreuse, parce qu'il y a un siècle déjà, on accordait des facilités aux étudiants. Je retrouve la faculté de médecine dans son sens le plus profond, c'est-à-dire la porte ouverte. Car vous savez que la devise fondamentale de la fac de médecine, c'est à Montpellier, quelle que soit ta religion, quelle que soit ton origine, tu viendras, tu enseigneras, tu débattras en toute liberté. Là, je retrouve une concrétisation très forte de cette histoire. Et puis, je retrouve un autre point, c'est que c'est la vocation fondamentale de nos universités. Ce n'est pas d'enseigner seulement, mais c'est d'accueillir tous les étudiants de toutes les origines. Et je suis content de voir que cette philosophie se poursuit encore à Montpellier, parce que nous avons formé tous ensemble énormément d'étudiants étrangers. Et je crois qu'effectivement, cette conférence ne devrait pas seulement être écoutée par ceux qui suivent l'histoire de la médecine à Montpellier, mais par tous les professeurs de la faculté de médecine. Bon, ouais.
poursuivrai ce que tu viens de dire en disant que non seulement tous les professeurs de la fac de Montpellier de médecine devraient entendre cette histoire, mais aussi tous les professeurs tout court de toutes les disciplines, car je suis un historien qui parlera, ça intéresse l'histoire tout court et pas seulement l'histoire de la médecine. Si ça intéresse l'histoire tout court, ça peut nous intéresser tous ici qui sont très intéressés généralement par l'histoire, sans souvent avoir eu de formation à l'histoire eux-mêmes, et parce que votre étude me paraît, au-delà de l'intérêt qu'elle présente informatif, elle me paraît tout à fait intéressante du point de vue de la méthode. Donc à la fin, dans la conclusion, vous avez évoqué quelques points de méthode que vous aviez poursuivis en disant nous, c'est pas que l'histoire se fait avec des documents écrits, comme on l'a appris depuis la fin du 19e siècle seulement. Vous avez dit c'est aussi des traces des pierres tombales. Ça on le sait aussi depuis une cinquantaine, soixantaine d'années, qu'on étudie beaucoup avec Philippe Ariès ou d'autres, les pierres tombales en France, et puis Nora dans les lieux de mémoire, etc. Et puis vous avez dit ça a une vertu pédagogique, une vertu justement pour évoquer Nora du devoir de mémoire et bien des choses. J'aimerais donc que si vous pouviez nous parler de la méthode. Quelles sont les archives que vous avez consultées? Évidemment, vous êtes allé à la bibliothèque Hatcher à Montpellier, puisqu'il y en a des photos, même si beaucoup sont dues à Bernard, si j'ai compris. Mais vous avez vu, visité les cartes, comment vous les avez construites. Il y a une thèse polonaise sur le sujet que vous citez en référence. Ouais, des petites choses comme ça, la méthode. Car cette méthode, vous n'êtes pas allé voir ça dans des bouquins qui auraient été publiés ou dans Wikipédia, vous voyez, c'est inédit ce truc-là. Donc ça vaut vraiment le coup, même si on dit que c'est un petit morceau de l'histoire, c'est un morceau intéressant et qui est particulièrement par vous, je dis à tous les deux, affectueusement et passionnément documenté. Je crois, Bernard, c'est ce que tu as dit aussi, c'est un exemple. Voilà. Merci. Vous pouvez dire la méthode. Aux sources. Évidemment, nous avons, si on peut dire comme ça, pénétré bien pas mal des archives, en commençant des archives à l'Est, parce que nous sommes à l'Est, et j'ai une revue des archives à l'Est, je n'ai pas trouvé grand-chose. Évidemment, les archives des Nîmes, qui sont assez riches. On a trouvé pas mal de documents, des archives des facultés de médecine ici à Montpellier aussi, des archives de Montpellier, des archives départementales, des archives à Varsovie et des archives imaginées à la commune de Robiac. De Robiac dans le Cévennes, qui était connu plutôt du côté de Charbon. Et là, il y avait un médecin, Dr Lipinski, et on a travaillé un peu avec les employés de la mairie de Robiac pour trouver des papiers qui concernent Dr Lipinski. Et on a trouvé aussi un papier assez intéressant dans les archives à Saint-Gilles qui tiennent des archives bobinées. Et là, nous avons eu des informations concernant justement le docteur Lipinski qui était à Robiac. Et comme ça, évidemment, on ne parle pas de la littérature. Il n'y a pas beaucoup de choses à étudier, mais quand même, parce qu'il faut dire que la recherche dans le terrain comme le nôtre, c'est un peu comment on dit, les premières recherches. On a des choses qui concernent Paris, mais dans le terrain, pas grand-chose. Il fallait vraiment travailler. C'est à peu près notre recherche au niveau des archives. La littérature,
Et ça existe aussi. Et ça, il faut feuilleter, il faut regarder surtout. Et ce qui est intéressant, justement, la littérature locale. Comme nous avons évoqué M. Tessier, et comme nous avons évoqué cette dame qui faisait ce travail à Mont mais il faut chercher, il faut feuilleter vraiment pas mal de choses. Parce que c'est un travail de pionnière, on peut dire. Voilà. Alors, une et deux, ensuite. Bien, merci beaucoup pour votre présentation. Dans les années 60, j'avais appris un certain nombre de chiffres par cœur pour des raisons politiques. J'avais appris qu'il y avait en France 500 000 Français d'origine polonaise ou nés en Pologne. Il y avait 1 million d'Italiens, il y avait à l'époque 500 000 Espagnols et presque autant de Portugais, il y avait 300 000 Libanais, si je me souviens bien, il y avait en dehors de cela des Belges, quelques Scandinaves, il y avait des Russes, parce que les Russes étaient venus en 1920-21 par la guerre civile. Et j'avais donc fait le raisonnement suivant. Si on enlève aux chiffres français de la population tous ceux qui sont d'origine ici, d'origine là et d'origine là, je me demande bien qu'est-ce qui va rester. Ce qui m'amène à ma suggestion à propos de votre conférence. L'idée de considérer qu'on doit chercher la trace d'immigration importantes qui ont eu un effet réussi, toujours inattendu, toujours imprévisible. Et c'est une recherche que l'on pourrait faire dans toute l'Europe et que c'est une tâche qui devrait être soutenue par Bruxelles en raison de la vocation européenne. Voilà tout. Merci. Merci Madame. Je voudrais dire toutes mes félicitations à M. et Mme Bessade pour cette conférence. Vous avez évoqué ce qu'on appelle effectivement la grande immigration, c'est-à-dire l'immigration suite au soulèvement de 1830-1831. Grande immigration, pourquoi? Parce que c'était la haute société polonaise qui émigrait. C'est pour ça qu'on appelle la grande immigration. Ce n'est pas le chiffre. On estime environ 5000 personnes, c'est un chiffre souvent qu'on entend. Vous n'avez pas évoqué, il n'y a-t-il pas eu, durant tout le XIXe siècle, plusieurs insurrections, notamment une grande insurrection en 1863-1864. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres mouvements migratoires Pologne, France, qui ont entraîné l'inscription des étudiants en, comment dirais-je, dans les facultés de médecine? Vous avez surtout évoqué les grandes migrations de 1830-31, mais vous n'avez pas évoqué tout ce mouvement, cette suite d'insurrection qui a eu au XIXe siècle. Y a-t-il plus des étudiants polonais en médecine? Si je peux dire quelque chose. Dans cette recherche qu'on a présentée maintenant, effectivement, on a évoqué surtout de cette émigration après 1830-31, cette fameuse insurrection, comme on dit chez nous, l'insurrection de novembre. Et c'est une première grande insurrection qui s'est succédée tout le XIXe siècle jusqu'à la dernière, la plus importante insurrection qu'on s'est soulevée en 1863. Et cette insurrection était appelée chez nous l'insurrection de janvier. Et justement, après de cette insurrection, il y avait une énorme vague de réfugiés politiques polonais en France. Et même, on a trouvé ici, dans notre région, dans les gares, des médecins qui se sont battus en 1863, qui sont venus ici en France, justement avec les défaites de cette tragique
finalement insurrection. Et c'était à Sommet qu'on avait deux médecins polonais, M. Landowski et M. Święcicki aussi. Et ici, je vais passer une toute petite anecdote qui concerne les recherches. Alors, on s'est consacré à Dr Święcicki, qui a résidé à Courmontéral, qui a cette fameuse prix Święcicki, ça vient de ça, mais on avait aussi Dr Święcicki au Soumène. Est-ce que j'ai bien son nom? Et voilà. Et on a trouvé une explication concernant les curriculum vitae de ce premier, dont le prix Święcicki, et on a constaté que c'était un mélange de deux messieurs Święcicki, on ne s'est même pas inventé, parce qu'un était en 1831 et le deuxième était en 1860, après 63. Une différence des années dépassées, bien dépassées, mais ce n'était pas les mêmes personnes. Et il était considéré dans l'époque comme les mêmes personnes. Et en plus, c'est le deuxième était déporté à Sibérie. Et quand on cherchait aux archives le papier, on a constaté qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que ce premier Święcicki était au mariage de sa fille, ça n'a pas correspondu avec ces autres qui étaient dans cette période en Sibérie. Voilà, ce sont des petites anecdotes qu'on trouvait assez souvent quand on fait des recherches, tout simplement à cause des règlements des ouvertures des archives, des papiers, on n'était pas toujours avoir l'accès à tous les papiers. Voilà, c'est une petite anecdote. Il y avait une importante émigration après 1863, mais elle était accueillie pas comme la première. On était avec une petite froideur, mais quand même, ils étaient venus en France aussi en masse. Et après cette insurrection de 1863, c'est une grande tragédie en Pologne. Parce que pendant tout ce 19e siècle, on se battait sans arrêt. Sans arrêt, et chaque soulèvement était une défaite. Parce que c'est impossible, c'est une utopie. C'est une utopie. Et la Sainte Alliance était très, très forte. Et vous savez, elle était vraiment bien tenue par le tsar. Voilà, c'était notre histoire du 19e siècle. Pour les immigrations du XXe siècle, c'est une longue histoire. La dernière question, pas trop longue. Non. Je suis en Hongkong, oui. Je suis juriste polonaise qui a atterri dans l'année 80 à la fac de droit de Montpellier. Et j'étais accueillie tellement bien et j'avais tellement aide. Je suis arrivée au diplôme de notaire et d'avocat. Et je ne manque jamais l'occasion d'exprimer la reconnaissance envers la faculté de droit de Montpellier. L'accueil d'étudiants étrangers est quelque chose qui a perduré dans toute l'Europe et depuis des siècles. En particulier dans les plus hauts niveaux universitaires. C'est ainsi qu'actuellement, par exemple, à l'Université de Montpellier, il y a à peu près 20% d'étudiants étrangers en 3e cycle. Donc l'accueil d'étudiants étrangers, c'est une tradition dans l'Université de Montpellier, bien sûr, mais dans toutes les universités françaises et européennes au cours des siècles. Et actuellement, ça se manifeste depuis déjà des décennies par les programmes Erasmus de l'Union européenne qui organisent institutionnellement dans l'Union européenne des échanges entre étudiants de différentes universités de l'Union.
En ce qui concerne l'immigration polonaise, il y a eu aussi une migration polonaise de nature économique, en particulier vers les mines du nord de la France, où il y a eu 2 vagues d'immigration considérables, une vague d'immigration italienne et une vague d'immigration polonaise pour travailler dans les mines du nord de la France. Et je crois savoir que cette immigration polonaise était une immigration de nature économique et pas une immigration de nature politique, comme celle que vous avez mentionnée juste à présent. Peut-être pas au même siècle. C'était début C'est la raison, là nous sommes dans le 19e siècle. C'était début Voilà. Donc si vous voulez bien, on va peut-être remercier beaucoup